And we are going to welcome now Christian Hervé, who's a professor at the Université Paris Descartes, and he's going to talk to us about how to reinvent medical education through ethic. Maybe you want to stand up, no? Huh? You want to stay? As you want. Well, you can stand up, no? Stand Okay. up and Yes. you begin. Okay. Ok. No, sit, please. Je parlais en français. En français. La langue française est tellement belle, et en plus je ne parle pas très vite. Et je sais que j'ai très temps. peu de temps Voilà. et que les autres ont été très longs, mais je vais essayer de faire très court. Déjà, je suis très content d'ici en tant que président de la Société française et francophone d'éthique médicale. C'est pour ça que j'essaye de défendre un tout petit peu. Et lorsque je vais à New York, lorsque je vais à Los Angeles, ils me demandent de parler français. On est Car très ils heureux de trouvent vous qu'il y a un recevoir, en tout style, cas. il y a une prononciation, donc je vais essayer de continuer, si vous voulez. Déjà, vous remercier, monsieur, parce que j'ai bien connu votre père. Il y a quelques années, Charles Mérieux m'a fait comprendre une chose. J'étais tout jeune. Il m'a fait comprendre que nous étions dans la même barque, c'est-à-dire les industriels, les médecins et les patients. Et en fait, ça a été tout le travail que nous avons fait, en fait, à Paris Descartes, car nous avons eu la chance d'avoir deux doyens. Je profite là, puisque le doyen de Lyon se trouve ici, de médecine. Nous avons eu le professeur Even, mais qui a peut-être mal tourné, je ne sais pas, j'ai cru comprendre. Enfin, il est très critique par moments, mais il a eu l'audace de me nommer et de penser qu'une réflexion éthique, une faculté de médecine pouvait être utile. Et surtout, nous avons eu Patrick Berche ensuite pendant 14 ans, qui a développé ce que très rapidement, madame, je vais vous exposer. En 1992, on se pose la question de la réflexion éthique et de la structuration de celle-ci. Elle existe depuis longtemps, la réflexion éthique. En plus, en médecine également, nous avons eu les pasteurs Valérie Radeau, nous avons eu, Jean Bernard, Jean Burger, vous connaissez bien tout cela. Eh bien, il était important de les structurer. Donc, nous avons réussi à les structurer, en particulier mettre ceci dans une discipline qui s'appelle la médecine légale, qui s'occupe des normes. Et donc, tout se pose le problème par rapport à la norme. Et la réflexion éthique est apparue non plus comme étant une pourvoyeuse d'ennuis aux collaborateurs et en particulier à l'industrie pharmaceutique. Celle-ci est devenue tout à fait autre chose, c'est-à-dire comment on peut s'entraider en quelque sorte, puisqu'on est, comme je le disais, dans le même bateau. Et dans ce cadre, si vous le voulez bien, la réflexion éthique devient une prévention d'accidents médico-légaux. C'est justement en réfléchissant particulièrement autant à la légitimité qui est celle de nos actes que, éventuellement, les conséquences que nous pouvons entraîner vis-à-vis du patient lui-même, bien sûr, avec des produits dont on sait très bien qu'ils ne seront jamais à 100% et qu'il y a tout le temps des problème pour quelques-uns, mais nous traitons en fait en termes de santé publique, certes les personnes, mais aussi toute une collectivité. C'est ce que m'avait fait bien comprendre votre père lorsqu'il me disait « mais si avec tous ces comités d'éthique dont vous faites partie, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai pu faire dans la vaccination au niveau du monde ». Et c'est évident. Donc si vous le voulez bien, nous avons essayé de réfléchir à cela et nous poser dans une situation qui était particulièrement difficile, qui était celle après le sang contaminé, cette fameuse affaire. Et je vous rappelle qu'ensuite, d'autres affaires, jusqu'à l'affaire du Mediator, ont pu poser beaucoup de problèmes. Et toute une réflexion par rapport au public nous est apparue particulièrement importante. Et c'est là où nous avons commencé, avec Jean Bernard, en 1992, une réflexion sur des réunions qui sont à la fois démocratiques, mais où les chercheurs sont amenés à s'expliquer, à dialoguer en fait avec le public. Et dans ce cadre-là, nous les avons appelés les rencontres Hippocrate. Et ces rencontres Hippocrate sont intéressantes parce que non seulement elles abordent un sujet par quelqu'un qui est compétent et donc qui peut dire « the state of the art » en particulier, mais d'autre part, d'autres personnes de sciences humaines et sociales, politiques même quelquefois sont invités. Il y a un véritable débat qui peut se faire devant justement le tout venant qui se trouve là et qui ensuite peut tout à fait intervenir dans le cas d'un débat. Tous ces éléments-là font en définitive la possibilité de verbatim. Et depuis maintenant 20 ans, nous avons sur le site de la faculté de médecine de Necker toutes les
de Paris-Descartes, nous avons toutes les rencontres Hippocrate, qui sont désormais, par rapport aux étudiants, des bases particulièrement importantes. Et il y a une publication à chaque fois dans la Revue générale du droit médical, car nous travaillons également avec les collègues juristes. C'était la première expérience que je voulais donner, qui sont les rencontres Hippocrate, qui sont importantes puisqu'elles se sont à la fois, même si ça fait 20 ans qu'elles durent, comment dire, externalisées vers Bordeaux récemment avec Jean Leonetti, qui a expliqué sa loi sur la fin de vie et qui est loin d'être simple si on voit dans les applications individuelles de personnes malheureusement dans des situations particulièrement de vulnérabilité. Et j'ai cru comprendre que peut-être à Lyon, on pourrait faire quelque chose également. Le deuxième élément qui nous est apparu très important, que nous avons construit, et c'est justement Patrick Berge qui nous y a totalement incité, en définitive, ce sont, comment dire, un rapprochement avec l'université Paris 3, qu'on appelle Sorbonne Nouvelle. Cette université... Patrick Berge a pris contact avec la présidente de l'université. Sorbonne Nouvelle, c'est linguistique, c'est littérature, etc. Et en disant, mais le discours médical, c'est important peut-être, et les postures, les comportements des différents médecins, que ce soit par rapport aux patients eux-mêmes, mais éventuellement aux familles, voire pour présenter une présentation, comme là en ce moment, n'est-ce pas? Eh bien, tous ces éléments, ça s'apprend, c'est pas inné, il est important de travailler. Et donc, c'est un diplôme interuniversitaire entre deux universités où, justement, avec des anthropologues, des linguistes, nous travaillons avec une vingtaine d'étudiants qui font un double cursus, comme il y a le double cursus médecine-sciences, et là, il y a médecine et humanité. Et depuis que nous avons fait ça, ça fait 10 ans, de partout, de tous les pays, nous avons des demandes de collaboration et un véritable réseau est actuellement en train de se construire. Tout ceci pour nous dire... Et c'est très important car il y a des enjeux pour nous, biologistes, médecins, et comment dire, c'est de ne pas être en dehors de ce qui s'appelle désormais Medical Humanities et qui bien souvent sont très très loin des pratiques réelles et quelquefois abordent de manière théorique, ce qui est tout le temps vrai, intéressant, bien entendu, mais malheureusement en situation, la singularité fait en sorte que les propositions globales sont souvent inadaptées. Le troisième, vous voyez que je vais très vite, madame. C'est le troisième et dernier, je suis sûr. Le troisième et dernier, je vous rassure, élément, merci. Cela a été encore la Patrick Berge. Et je tiens à lui rendre hommage, c'est très important, car en 1988, il a été à la faculté d'Ottawa. Et allant à la faculté d'Ottawa, il a vu tous les progrès en termes de pédagogie tels qu'ils pouvaient se faire. Et nous avons décidé, à ce moment-là, que pour un certain nombre d'étudiants qui le choisiraient, de faire un optionnel, qui est devenu d'ailleurs ensuite global à toutes les années de faculté de médecine. C'est en D3 que nous sommes en 5e année de médecine. Mais au début, c'est un optionnel où il y a 20 étudiants. Et ces 20 étudiants vont se retrouver ensemble, pas de PowerPoint, rien du tout, simplement la possibilité de dialoguer. En plus, ayant en possibilité... ce qu'on appelle un Moodle, c'est-à-dire une possibilité d'avoir avant tous les PowerPoint de tous les grands patrons qui vont s'exprimer ou qui risquent de s'exprimer au moment de la discussion. Et tout ceci se fait avec des patients et se fait avec donc des enseignants. Et là-dedans, dans ces éléments, ce sont les patients eux-mêmes qui parlent ou des représentants. Nous avons les représentants du CIS. Et plutôt que de demander, par exemple, le cancer du sein chez la femme de 45 ans ou 50 ans, eh bien, on demande à une femme de 45-50 ans qui a eu un cancer du sein, qui explique comment le diagnostic a été fait, comment, justement, j'allais dire l'access to care, pour faire plaisir, n'est-ce pas, est loin d'être évident, très évident, et comment les traitements eux-mêmes, et surtout la reprise de travail aussi, posent des problèmes. Donc nous sommes là devant une multidisciplinarité, une multiprofessionnalité dans ces discussions, qui fait qu'en définitive, nous avons pu l'étendre, je crois à peu près comme à Ottawa, à toute une... Et nous avons à toute une... comment dire, une année, la 5e année, comme je disais, qui fait en définitive que les étudiants sont à la fois formés. Et enfin, j'en terminerai, parce que c'était dans votre résumé, bien sûr, l'enseignement ne peut être valide que si il procède de recherche.
Et donc, avec Paris 3, nous faisons des recherches sur le cas médical avec les personnes de littérature. Mais au-delà de cela, nous travaillons dans la médecine personnalisée. J'ai vu ça dans votre abstract. La médecine personnalisée est personnalisée de manière génétique, mais non pas comme on parlait de la global médecine jusqu'à maintenant. Et tout le travail est justement dans un grand programme que vous connaissez bien, qui s'appelle les CIRIC, et bien, ayant la responsabilité du troisième axe éthique d'un CIRIC, et bien non seulement les évaluations, que ce soit de l'INSERM ou de l'INCA, nous ont demandé, car au début on nous a donné très peu d'argent, franchement dans le programme CIRIC tel que je peux le dire, et bien d'augmenter justement les fonds qui étaient donnés, de manière à ce que les différents comités qui ont été faits, l'intervention des patients qui sont au courant de tout de ce qui peut se passer dans le CIRIC, jusqu'à construire eux-mêmes les consentements informés pour les autres patients et comment dire, dans des véritables ateliers d'écriture. Tous ces éléments pourront dire combien, et j'en terminerai, et saluer ce que Biovision a fait cette fois-ci, c'est-à-dire d'inviter justement les sciences humaines et sociales. Je pense que nous ne pouvons aucunement nous en priver et que ça a été une très bonne action. En tout cas, c'était absolument parfait. Génial. Merci bien, professeur. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci.